Le président Trump s'est attribué un nouveau titre. Il se présente comme le gardien du détroit d'Ormuz. Il dit être l'ange gardien et qu'il va bloquer le détroit à tout ce qui ne nous plaît pas, tout en offrant un statut d'ange gardien à ceux qu'on apprécie. Et selon lui, tout ira très bien comme ça. Ah, et au passage, nous avons aussi bloqué le détroit d'Ormuz de l'autre côté. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner, n'est-ce pas? Il y a aussi de nouvelles informations qui viennent de Russie. Le président Poutine a fait une déclaration cette nuit, accompagnée de quelques commentaires venus des États-Unis, à la suite du décès soudain du sénateur Lindsey Graham. On va parler de tout ça aujourd'hui, et franchement, on a une émission passionnante à vous proposer. Nous recevons à nouveau Scott Ritter, ancien officier du renseignement des Marines, ex-inspecteur des Nations Unies pour les armes et l'un des analystes militaires les plus recherchés du moment. Scott, ravi de te retrouver dans l'émission. Mazem, Biz invité. Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir avec nous. Mais allons droit au but. Nous étions déjà en direct ce matin quand le président Trump a publié ce message. Nous étions en train de parler avec le professeur Morandi à Téhéran, donc on lui a annoncé la nouvelle en même temps. Et celle-ci, franchement, était intéressante. Le détroit d'Ormuz, déclare le président Trump, est ouvert et le restera avec ou sans l'Iran. Nous rétablissons le blocus iranien, ainsi nommé parce qu'il empêche uniquement les navires ou les clients iraniens d'entrer ou de sortir. Tous les autres pays pourront utiliser le détroit librement et équitablement. À partir de maintenant, les États-Unis seront connus comme le gardien du détroit d'Ormuz. Et puis, on en arrive aux usuriers. Mais par souci d'équité, on sera remboursé à hauteur de 20% sur tous les cargos. Le président Trump ne rate jamais une occasion, même théorique, de récupérer un peu d'argent. C'est intéressant. Les Iraniens, eux, prenaient des frais d'environ 1 ou 2%. Mais bon, Trump, lui, monte à 20. D'abord, sur l'efficacité de cette mesure et sur la réalité de la situation, qu'en pensez-vous? Eh bien, soyons réalistes. Si les États-Unis avaient pu prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, on l'aurait fait pendant la guerre de 39 jours qu'on a menée et perdue. Vous savez, j'ai aussi entendu le président Trump menacer l'île de Karg. Si on avait pu prendre l'île de Karg, on l'aurait fait pendant la guerre de 39 jours, celle qu'on a menée et qu'on a perdue. Les gens doivent comprendre qu'on n'a pas gagné cette guerre. On y a survécu, c'est tout. On n'a pas subi de défaite stratégique, mais aucun de nos objectifs n'a été atteint. Aucun. L'Iran, en revanche, en est sorti plus fort. Ils ont survécu, d'abord, alors qu'on nous disait qu'ils allaient s'effondrer. Et ils ont prouvé que leur résilience militaire, leur capacité à tenir dans la durée, était supérieure aux nôtres. C'est nous qui avons manqué de munitions, pas les Iraniens. On a épuisé nos armes de défense aérienne, nos armes de frappe de précision à longue portée, et on n'avait pas de solution. On n'en a toujours pas. Vous savez, le problème, c'est que le président a, disons, un problème politique. Cette affaire iranienne ne sera pas réglée militairement, elle le sera politiquement. Et l'un des problèmes qu'il a, c'est le détroit d'Ormuz. Vous voyez, l'Iran a mis en place une sorte d'agence de supervision du détroit d'Ormuz, censée être une collaboration avec Oman, mais il devait y avoir des frais de transit. Encore une fois, les pourcentages auraient été raisonnables, même comparés à Trump. Mais politiquement, c'était inacceptable pour Trump. Au début, Trump a essayé d'en tirer un avantage en disant qu'on pourrait accepter l'accord si on en faisait partie. Mais les Iraniens ont refusé. Donc ce qui se passe en ce moment, et c'est mon analyse, c'est que Trump ne peut pas laisser ce conflit dégénérer en guerre totale. D'abord, on a déjà essayé ça, on a perdu, rien n'a changé en notre faveur, on n'a tout simplement pas assez de munitions.
Peu importe les stocks qu'on met de côté, ça nous donne une semaine ou deux de marge, et ensuite on se retrouve à court comme la dernière fois, et on sera dans la même situation. Et puis, il y a autre chose. J.D. Vance a dit que le protocole d'accord n'était qu'une manœuvre, une vraie manœuvre, pour gagner du temps et reconstituer nos réserves de pétrole. Trump l'a reconnu, c'est incroyable. On a là l'un des présidents les plus honnêtes qu'on ait jamais eu, parce qu'au moins parfois, il refuse simplement de mentir. Il est incapable de la retenue qu'on attendrait d'un politicien ordinaire. Mais il a dit qu'on devait signer le protocole parce qu'on était à court de pétrole. À court de pétrole. Ça allait être une catastrophe. On n'avait pas le choix. Ça revient un peu à reconnaître qu'on a perdu la guerre, au moins à court terme. Mais bon, la question c'est, comment on récupère le pétrole? On a gagné du temps, on a relancé la production, les réservoirs se sont remplis, mais eux ont dit maintenant, on va attendre et voir. Eh bien voilà, on attend et on regarde. Lui, il a besoin d'une solution politique à tout ça. Et ce qu'il veut, c'est que les Iraniens proposent un compromis, un accord de partage des bénéfices avec les États-Unis. Moi, j'ai dit dès le début que ce serait probablement l'une des choses les plus intelligentes que les Iraniens pourraient faire. Parce que vous voyez, ils sont sans doute plus malins que moi. Ils savent très bien que si on laisse passer le museau du chameau sous la tente, la prochaine chose qu'on sait, c'est que le chameau entier est dedans. Et c'est drôle, si on laisse les États-Unis prendre une part dans l'affaire du détroit d'Ormuz, on perd le contrôle. Et ils veulent en avoir le contrôle total. Mais c'est une manœuvre de la part de Trump. Il essaye de créer, enfin c'est ça l'art de la négociation. Il arrive avec une contre-proposition, puis il dit voilà le prix que vous allez devoir payer. Il part du principe que les Iraniens ne seront pas prêts à payer ce prix sur le plan militaire, et qui chercheront plutôt, oui je m'en souviens maintenant, les Iraniens cherchent une porte de sortie. Trump ne fait pas ça par pure ignorance. Les Iraniens ont profité de la trêve temporaire dans les hostilités pour vendre 60 millions de barils de pétrole. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et il faut aussi se rappeler que la Russie et la Chine font partie de l'équipe Iran. Ils ne peuvent pas laisser la situation glisser vers une instabilité durable. Ils ne veulent pas de cette guerre. La Chine a désespérément besoin que ce pétrole continue d'arriver sur le marché parce qu'elle en a besoin pour maintenir sa croissance économique et sa santé à long terme. La Russie vient tout juste de terminer le Forum économique international de Saint-Pétersbourg le mois dernier. Et le message du président russe, c'était clair. Nous avons besoin de stabilité, de la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut des investissements. Il y a eu au Forum de Saint-Pétersbourg pour 84 milliards de dollars d'investissement. Et il en veut encore plus. Mais pour obtenir ça, il lui faut de la stabilité. Vous savez ce qui est à l'opposé de la stabilité? Des prix de l'énergie trop élevés. Personne ne veut de prix de l'énergie élevés. Certains disent, mais la Russie ne gagne-t-elle pas de l'argent? Oui, 20% du PIB russe vient des ventes de pétrole. Mais il reste 4-20% du PIB qui dépendent des investissements et de la croissance. Donc le moteur ici, ce n'est pas l'énergie. Non, ce n'est pas l'énergie. Le vrai moteur, c'est la stabilité. Donc, la Russie n'a pas besoin de cette instabilité. Cette instabilité, c'est mauvais pour la Russie. Et Trump sait que des prix de l'énergie élevés, c'est mauvais pour la Chine, mauvais pour la Russie, et que tous les deux feront pression sur l'Iran. Trump espère que cette pression mènera à une sorte d'accord de compromis. Mais ce que Trump ne comprend pas, c'est que l'Iran peut encaisser, et que la Chine et la Russie peuvent encaisser, plus de douleur sur le long terme que nous. Le détroit d'Ormuz est fermé. Mais voyez, on part du principe que 70% de la production pétrolière saoudienne, qui est le grand acteur dans cette affaire, a été redirigée vers Yanbu et sort maintenant par le détroit de Bab el-Mandeb. Et la fermeture du détroit d'Ormuz n'a pas d'impact là-dessus. Enfin,
Sauf qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Les Saoudiens viennent de bombarder l'aéroport de Sanaa. Ten. Les Houthis vont très probablement fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Dmitri Medvedev, l'ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a qualifié le détroit d'Ormuz de bombe atomique de l'Iran. Et il a appelé le Bab el-Mandeb l'arme thermonucléaire de l'Iran. Si ces deux détroits sont bloqués en même temps, la chute de l'approvisionnement énergétique mondial sera brutale. Et Donald Trump va se retrouver exactement dans la même situation que lorsqu'il a dit « Je n'avais pas le choix, je devais signer le protocole d'accord ». C'est donc un pari énorme que fait Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il est désespéré. Nous n'avons pas de solution militaire. Il n'y a pas de solution militaire. Les 18 cibles que nous avons frappées la nuit dernière, c'est une plaisanterie. Nous n'avons plus de cibles. Nous frappons des choses que nous ne comprenons même pas. Nous bombardons, Steve. Les Iraniens ne comprennent pas pourquoi on les bombarde. Nos frappes n'ont absolument aucun effet sur la capacité de l'Iran à mener cette guerre. Regardez les cibles que l'Iran frappe. Tout le monde sait pourquoi ils les visent. Leurs frappes sont très efficaces. Et à long terme, les Iraniens vont affaiblir l'infrastructure militaire américaine dans la région, ainsi que celle de nos alliés. Et si on décide d'aller plus loin, de viser les infrastructures énergétiques, ils détruiront la capacité de production d'énergie. Là, regardez, ils bombardent Sanaa. Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'il n'y aura pas de relation de cause à effet? Les Houthis vont réagir. Et la manière la plus efficace pour eux de le faire, ce serait de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Je ne dis pas que c'est ce qui va forcément arriver. Je dis simplement que c'est une possibilité. Oui, en fait, j'ai eu des nouvelles d'une autre source que j'ai à Téhéran, plus tôt dans la journée. Un journaliste occidental m'a dit qu'il avait entendu, de la part de certains membres d'Ansar al-Islam, qu'ils y réfléchissaient sérieusement. Mais ils ont précisé qu'ils ne comptaient pas encore s'en servir. Ils veulent garder cette carte pour un moment décisif, mais elle est clairement dans leur jeu. Vous disiez qu'il n'y avait pas de solution militaire ici. Pourtant, certains récemment affirment le contraire. L'un d'eux, c'est le général Wesley Clark, qui a déclaré la semaine dernière, « Eh bien, vous savez quoi? Allons prendre l'île Carey, mec. Je sais qu'on en a déjà parlé et qu'on ne l'a jamais fait. Mais bon, on peut s'en servir comme moyen de pression contre quelqu'un. La prendre en otage, c'est l'expression qu'il a utilisée. Maintenant, je te pose la question précisément parce que tu peux le voir à l'écran ici. En tant que marine, tu vois qu'il y avait 70 000 marines à Iwo Jima, 180 000 à Okinawa en 1945-1944. Et quand tu regardes la taille de ces deux îles-là, est-ce qu'on a aujourd'hui autant de marines à déployer contre ça? Regardons d'abord cette partie-là. Non, pas du tout. Franchement, c'est absurde de comparer ces deux choses. Je ne sais pas pourquoi Wesley Clark a fait ça. C'est curieux, vraiment. Il ferait bien de regarder une carte ou de demander l'avis d'un marine. Pour atteindre l'île de Keshm, il faut passer par le détroit d'Ormuz. Regardez cette longue côte. Derrière cette côte, il y a des montagnes. Et ces montagnes sont truffées de lance-missiles. Il suffit d'un seul missile pour toucher un navire de guerre amphibie. C'est d'ailleurs pour ça que le général Berger, l'ancien commandant du corps des marines, a dit aux marines, je crois que c'était en 2019, que le corps devait arrêter d'être attaché à des systèmes anciens comme les grands navires amphibies, parce qu'on met toutes nos ressources dans le même panier. Ça pouvait marcher à l'époque, quand on pouvait stationner un navire au large et, tu vois, débarquer une équipe sur la côte. Mais aujourd'hui, ce navire serait frappé à plus de 100 km au large par des missiles de précision contre lesquels on n'a aucune défense. Et plus on s'approche,
plus on prend de risques. Il faut faire passer ces navires par le détroit d'Ormuz, oui, par le détroit d'Ormuz, pour atteindre l'île de Keshm. Et n'oublie pas, il ne s'agit pas seulement de débarquer et de repartir, sauf si on veut rejouer Guadalcanal. Wesley Clark, va parler à un marine de Guadalcanal. Il te racontera ce qui se passe quand la marine américaine se retire et nous laisse sans ravitaillement. Crois-moi, c'est pas une bonne sensation d'être abandonné sur une île. Donc tu veux envoyer des marines sur l'île de Keshm, en sachant très bien que les Iraniens peuvent fermer la voie logistique du détroit d'Ormuz quand ils le veulent, et que ces marines se retrouveraient complètement isolées. En plus, on n'a pas assez de troupes pour occuper l'île, ce qui veut dire qu'on serait en combat permanent. Et encore une fois, regarde une carte. Wesley, j'aimerais pouvoir t'aider, mon vieux. Regarde où se trouve Okinawa. Dis-moi à quelle distance est la Chine continentale d'Okinawa. C'est assez loin, non? Mais maintenant, imagine que la Chine continentale soit collée à Okinawa, avec de l'artillerie longue portée et d'autres systèmes capables de bombarder l'île. Tu penses que ça changerait un peu la dynamique du combat, Wesley? Parce que oui, ça change tout. Keshm est beaucoup trop proche de l'Iran. Keshm serait sous un feu continu, sous la pression constante du gouvernement iranien, des forces iraniennes. Aucune force de débarquement ne pourrait réussir. Elle serait frappée dès le tout début. Elle serait coupée de toute logistique et il nous faudrait nous retirer. Et je ne veux même pas parler d'aller jusqu'à l'île de Karg, parce qu'il faudrait déjà passer par l'île de Keshm pour y arriver. Et encore une fois, avec tous les problèmes de maintien sur place, disons par miracle, boum, parce que, franchement, je crois que le président Trump a regardé un peu trop de jeux vidéo et qu'on triche un peu avec la réalité pour placer notre groupe amphibie prêt au combat en plein golfe Persique et qu'on débarque un bataillon de marines sur l'île de Karg. Eh bien, arrêtons de parler d'Iwo Jima. Permettez-moi d'évoquer une autre île, Koh Tang, en mai 1975. Nous avons envoyé un bataillon de débarquement sur Koh Tang parce qu'on pensait que des marins américains du Mayaguez s'y trouvaient. En réalité, non. Il y avait entre 300 et 500 Khmers rouges retranchés, et on s'est fait littéralement écraser. Lisez le récit de la bataille. Ça ne s'est pas bien terminé pour le corps des marines. 8 des 11 hélicoptères du premier assaut ont été abattus ou tellement endommagés qu'ils étaient inutilisables. Nous avons perdu des dizaines de marines, morts sur la plage, dans l'eau, en train de nager pour sauver leur vie. Au final, on a dû organiser une évacuation de nuit, sous le feu, parce que les marines risquaient d'être submergées. Des marines, pourtant connues pour ne pas paniquer sous le feu, ont laissé 3 des leurs derrière eux. On a abandonné un équipage de mitrailleuses M60 à cause d'un échec du commandement. On n'a pas réussi à tous les compter. C'était trop confus. Ils étaient sous le feu et on risquait d'être submergés. Ces 3 marines ont ensuite été capturés et exécutés par les Khmers rouges. C'est un moment de honte pour le corps des marines. Est-ce qu'on veut vraiment revivre ce scénario? Parce que c'est exactement comme ça que ça se passera à l'île de Karg. On essaiera d'y déployer une équipe de débarquement de marine. On aura quelques succès au début. Mais on va perdre plus de monde en y allant que ça n'en vaudra la peine. Ce sera impossible de les renforcer et on devra tenter une manœuvre désespérée pour les évacuer. Pourquoi on ferait ça dès le départ? Wesley Clark, avec tout le respect que je lui dois, ne sait absolument pas de quoi il parle. Si vous voulez parler du corps des marines, parlez à un marine. Oui, mais c'est justement ce qu'on fait ici aujourd'hui, et tu viens d'en montrer la raison. Revenons au sujet de départ. Je pense que tu as clairement refermé cette porte, que cette idée est complètement folle. Ne le fais pas. Mais à propos du président Trump, tu disais qu'il disait la vérité sur certains points. Sur d'autres, peut-être un peu moins. Ce matin, il parlait de cette histoire d'ange gardien,
Et il a ajouté un petit détail intéressant, disons, à propos des négociations. Bon, on prend le contrôle du détroit. Eux, ils n'ont rien. Absolument rien. Et il y a quelque chose que personne ne sait. Hier, ils ont eu une réunion de 11 heures. Avec eux, tout dure 11 heures. Vous savez, ils sont incapables de régler une phrase en 1 heure et 1 minute. Tout avait été conclu hier. Puis ils quittent la salle, ils rappellent et ils disent « On doit faire quelques modifications ». J'ai dit « Des modifications ? Ils veulent encore changer des choses ?» Non, on va pas changer. C'est toujours pareil. Toujours des changements. Vous savez, ce sont des négociateurs professionnels. C'est tout ce qu'ils sont. Je ne dirais même pas qu'ils sont bons à ça. Ils n'ont rien obtenu. Rien de moi. On les a frappés très fort hier soir. Mais on avait un accord. Ce que personne ne sait, c'est qu'on avait un accord. C'était conclu. Et puis ils l'ont rompu. Ils le font toujours. On a eu 10 accords avec ces gens-là. Et on va garder le détroit. On va probablement le gérer. On deviendra le gardien du détroit. Et on devrait être remboursé pour ça. Quand on le fera, on sera remboursé. Parce que les autres nations sont très riches. Elles sont de notre côté. Alors, que pensez-vous de cette affirmation, selon laquelle on aurait eu un accord 10 fois, et puis hier soir, dans une autre interview, il a dit « Oui, on avait un accord complet », et ensuite, ils s'en sont complètement retirés et l'ont changé. Vous diriez que c'est vrai? C'est un menteur, un vrai menteur. Maintenant, peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il ment, mais c'est bien ça la situation. Oui. Vous savez, j'aimerais bien entendre l'avis du professeur Miranda là-dessus. Peut-être qu'il pourrait répondre à cette question. Mais l'idée que les États-Unis soient en contact direct avec les Iraniens, c'est complètement absurde. Je ne crois pas qu'il y ait une connexion directe entre l'équipe de négociation américaine et l'équipe iranienne. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait par l'intermédiaire d'un tiers. Et vous savez, les Iraniens ont souvent dit que Trump négociait avec lui-même. Donc ce que je pense, c'est que Donald Trump s'assoit avec les intermédiaires et dicte la position américaine. Et les intermédiaires, après avoir écouté et vérifié, lui répondent « Nous avons bien compris votre position ». Et Trump dit « Ça veut dire qu'ils sont d'accord ». Non, pas du tout. Ça veut juste dire « On vous a entendu, on a compris, mais maintenant, il faut qu'on aille parler aux Iraniens ». Et quand ils reviennent, ils disent « Eh bien, les Iraniens ont certaines exigences ». Et là, Trump réagit « Attendez une minute, on avait un accord ». Non, il n'y avait pas d'accord. Il y avait un accord avec vous-même, c'est tout. Mais aucun accord avec les Iraniens. Écoutez, les Iraniens ont été clairs depuis le premier jour, et ils n'ont rien concédé, ni ne concéderont rien. Mais encore une fois, je le répète, je pense que c'est une manœuvre de Trump. Écoutez, colonel, vous le savez bien, c'est un maître dans l'art de la rhétorique gonflée. Il dit ce genre de choses depuis le tout début. Combien de fois avons-nous gagné la guerre? Combien de fois avons-nous tout éradiqué? Tout fonctionne à merveille, paraît-il. En réalité, on n'a presque rien bombardé. Enfin, on a fait exploser quelques trucs, mais les Iraniens n'ont même pas bronché. Ils reconstruisaient aussitôt. Ils ont un plan pour tout. Je l'ai dit à tout le monde, les Iraniens étaient prêts pour cette guerre. Ils avaient évacué tout ce qui avait de la valeur avant que les sites soient détruits. Après, il ne restait plus qu'à couler du béton, poser des briques, et voilà un nouveau bâtiment. C'est pareil pour les ponts. Les ponts seront réparés. C'est comme ça, tout simplement. Trump est trompé par ses conseillers militaires. Ou alors, et c'est aussi possible selon moi, c'est simplement un maître du chaos. Parce qu'il y a un acteur ici, en fait 2 acteurs, que les médias négligent peut-être. Et ces acteurs, ce sont la Chine et la Russie. Oui, on est dans une course en ce moment.
une course entre les conséquences politiques. Parce que, encore une fois, remettons un peu de contexte. En 1992, James Carville, qui était conseiller du gouverneur Clinton pendant sa campagne présidentielle, avait collé un petit post-it jaune sur le mur de la salle de guerre de la campagne Clinton. C'était pour rappeler aux candidats d'arrêter de parler de politique étrangère et de ce genre de sujet. Le message disait « C'est l'économie, idiot. C'est la seule chose qui compte. » C'est l'économie, idiot. Et en ce moment, on est littéralement dans une course, oui, en ce moment même, pour savoir quelle économie va être la plus durement touchée. Est-ce que les États-Unis peuvent affamer la Chine? Avant que certains disent non, évidemment que non, il faut bien comprendre une chose. Trump a reconnu qu'il avait signé le protocole d'accord parce qu'on n'avait plus de gaz, plus de pétrole. J.D. Vance a dit « Oui, mais ce protocole ne vaut que jusqu'à ce qu'on ait reconstitué nos réserves au niveau qu'on souhaite. » Donc le fait qu'on agisse maintenant, c'est selon un calendrier décidé par les Américains. C'est nous qui avons pris cette décision. Trump a choisi d'agir maintenant, ce qui veut dire qu'il a fixé un moment précis dans le calendrier, celui qu'il pense le plus favorable pour atteindre ses objectifs. Maintenant, il s'est déjà trompé par le passé. Je ne dis pas que c'est une garantie de succès, mais je pense que la quantité de pétrole mise de côté pour stabiliser, vous savez, l'économie américaine a été, disons, importante. Mais d'un autre côté, la quantité de pétrole dont la Chine a besoin pour stabiliser son économie et continuer à croître, elle, est considérable. Et nous pensons pouvoir tenir plus longtemps que les Chinois. Nous pensons pouvoir amener les Chinois à dire aux Iraniens « Vous n'avez pas le choix, il faut accepter un accord de compromis ici. » Trump n'obtient pas 20%, mais il obtient 2%. C'est ça, le pari. L'objectif, c'est de pousser les Chinois et les Russes à faire pression sur les Iraniens pour que les États-Unis obtiennent une part du détroit ou des concessions, de façon à ce que Trump puisse dire qu'il a gagné, que ce n'est pas un détroit iranien, mais un détroit américain, même si ce n'est que 2%. Je pense que c'est le jeu qui se joue ici. C'est la même chose avec la Russie. Encore une fois, Vladimir Poutine cherche une stabilité à long terme. Le facteur le plus déstabilisant pour les investissements en Russie, ce sont les prix élevés de l'énergie. Alors si on ajoute à ça les attaques de drones ukrainiens qui continuent, mais on pourra en reparler plus tard. Ces attaques diminuent et la Russie a repris le contrôle de la situation. En revanche, les prix élevés de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le climat d'investissement. Et la Russie a des stratégies à long terme qui dépendent de scénarios de croissance. Et ces scénarios exigent de la stabilité. Donc je pense que les États-Unis misent aussi sur le fait que la Russie fasse pression sur l'Iran pour accepter une sorte d'accord de compromis afin de rouvrir le détroit, avec bien sûr une présence américaine dans l'affaire. C'est à mon avis le jeu qui se joue en ce moment. Regardons maintenant le point de vue iranien, parce qu'il semble... Alors, Daniel Davis, une information de dernière minute, on va dire d'Arachi, juste ici. Il a déclaré que le président avait tout à fait raison. Celui qui assure un passage sûr et sécurisé aux navires commerciaux dans le détroit devrait être rémunéré pour ce service. L'Iran a toujours été le gardien du détroit, et il le restera pour toujours. 20%, bien sûr, ce serait trop. 2%, ce serait juste. Donc maintenant, on a une sorte de guerre des prix. On dit, hey, nous, on le fait pour 2% au lieu de ces 20. On verra bien comment ça va tourner. Mais même avant qu'ils disent ça, je trouve que c'est intéressant. Ça montre aussi la bataille médiatique qui se joue en parallèle. Plus tôt dans la journée, après la première déclaration du président Trump, le porte-parole de l'armée est intervenu pour donner le point de vue de l'Iran sur le fait que Trump veuille prendre le contrôle du détroit. En aucune circonstance, nous ne permettrons aux États-Unis
d'intervenir dans la gestion du détroit d'Ormuz, et nous ne les laisserons pas le faire. Les forces armées de la République islamique d'Iran réagiront avec fermeté à toute tentative de perturber le passage des navires commerciaux et des pétroliers par l'armée américaine, que nous considérons comme envahissante et pirate, si elle agit en dehors de la route désignée par l'Iran et sans l'autorisation de nos forces armées. Les actions puissantes du corps des gardiens de la révolution islamique et de l'armée iranienne ces derniers jours en sont la preuve. Les dirigeants des pays de la région sont avertis. Toute coopération avec les États-Unis, tout soutien logistique à leur armée envahissante sera considéré comme un acte de guerre contre la souveraineté et la sécurité nationale de l'Iran. Et si la guerre s'étend à l'ensemble de la région, les flammes du conflit embraseront tous les pays alentours. Vous avez parlé du président Trump, qui essaierait peut-être cette manœuvre en disant tout ça pour peser sur la balance et obtenir un accord. Mais on dirait que du côté iranien, la réponse c'est plutôt « non, on ne va pas jouer à ce jeu-là ». Et il faut dire que leur position a une certaine crédibilité. Il a rappelé que si on veut jouer à ce genre de jeu, ils ont déjà montré qu'ils pouvaient attaquer des navires qui ne passent pas avec leur autorisation. Et le fait que, lors de la dernière frappe, même Oman ait vu une partie de son territoire touchée, montre bien que pour l'Iran, personne n'est intouchable quand ils estiment que leurs intérêts sont menacés. Alors la grande question, c'est, si c'est vraiment une manœuvre, qui va en sortir gagnant? Le camp iranien ou le camp Trump? Eh bien, d'abord, on parle de politique. Donc, vous savez, une victoire politique ne ressemble pas forcément à une victoire économique ou militaire. Il faut garder ça en tête. Pour Donald Trump, c'est essentiel de pouvoir dire que les États-Unis ont obtenu un certain levier sur le transport maritime. Il y a une voie possible. D'abord, je suis d'accord avec les Iraniens. Ils sont dans une position plus forte. Mais je pense que les États-Unis sont prêts à faire traîner cette affaire jusqu'à ce qu'il y ait une pression réelle sur l'économie chinoise. Et cette pression chinoise, à son tour, se fera sentir sur les Iraniens, soit directement, soit indirectement, via le Pakistan et aussi sur la Russie. Et la Russie exercera elle aussi une pression. Vous savez, les Iraniens ont dit que tout cela restait sous contrôle iranien. Mais on sait que juste avant ça, enfin la raison pour laquelle ils ont bombardé Oman, c'est que les Omanais ont rompu l'accord. Les Omanais étaient censés mettre en place une route du sud à travers Oman, en plus de la route iranienne. Mais tout devait être coordonné avec l'Iran, et des frais de passage devaient être perçus. Les États-Unis, eux, étaient entrés à Oman et essayaient de manœuvrer pour des raisons politiques afin de faire passer des navires par là, en contournant le mécanisme de contrôle iranien. Et Oman a accepté. Les Iraniens ont vu ça comme une trahison. Mais revenons au concept du corridor sud, contrôlé par Oman. Dès le départ, même s'il doit rendre des comptes à l'Iran et lui verser des frais, ça reste un corridor sous contrôle omanais. C'est une déviation par rapport à ce que les Iraniens viennent de dire quand ils ont affirmé que désormais il fallait un contrôle total. Donc dès le départ, il y a au moins une possibilité de revenir à cet accord. Et ensuite, plutôt que d'avoir un accord entre Trump et l'Iran, ce qui n'arrivera pas, Trump aurait un accord avec Oman où il toucherait un pourcentage des frais perçus par les Omanais. C'est ce genre de scénario dont on parle ici. En réalité, ça ne change rien. L'Iran garde toujours le contrôle total, à 100%, mais ça permet à Trump de dire qu'il a obtenu quelque chose. L'Américain moyen, lui, regardera ça et se demandera qu'est-ce qu'il a vraiment obtenu. La réponse, c'est rien. Mais il pourra dire, une grande victoire, l'Amérique a maintenant un levier sur le détroit. Je fais juste une hypothèse, mais c'est une voie possible, parce que c'est la seule qui a un minimum de sens. Je veux dire, Donald Trump arrive avec une position totalement figée.
Les Iraniens aussi ont adopté une position absolue. Et tout ça va dépendre de quel camp cédera le premier, en fonction de ce qu'on appelle « c'est l'économie idiot », autrement dit, la pression économique. Trump parie sur le fait que l'Iran subira des pressions internes pour trouver un compromis. Et ce compromis possible, ce serait quelque chose comme ce que j'ai déjà décrit. Une solution qui donnerait à Donald Trump une apparence de victoire, une sorte de part symbolique du gâteau, tandis que l'Iran garderait le contrôle réel. Est-ce que ça va se produire? Franchement, je n'en sais rien. Comme tu le sais, comme nous le savons tous les deux, la situation pourrait changer du tout au tout si les Houthis décidaient de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Là, les choses s'accéléreraient d'une manière qui ne serait sans doute pas favorable. Et vous savez, même sans ça, quand on parle de pari, je pense que c'est vraiment le bon mot. Parce qu'en théorie, ça pourrait peut-être marcher. Mais les chances paraissent très faibles. Et le président Trump savait à quel point les enjeux étaient élevés dans ce pari. Environ 2 semaines après la signature du protocole d'accord, il a fait une déclaration juste après. Puis dans une interview, environ 2 semaines plus tard, je crois que c'était sur MSNBC, le 2 juillet, on lui a demandé en gros pourquoi il avait décidé de signer ce protocole. Et il a répondu qu'il y avait un certain président du passé qu'il ne voulait surtout pas imiter. J'ai été le meilleur président de l'histoire d'Israël. Et d'ailleurs, en Israël, je crois que j'étais à 99% ou quelque chose comme ça. Mais Joe, tu ne peux pas laisser l'Iran, que ce soit en lien avec Israël, le Moyen-Orient ou pas, tu ne peux pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. J'ai toujours dit que je ne voulais pas être un président avec une dépression sur son CV. Je ne veux pas être Herbert Hoover. Parmi presque tous les présidents, certains ont été mauvais, d'autres bons. Très peu ont été vraiment grands. Je n'ai jamais voulu être Herbert Hoover. Parce que Herbert Hoover, c'est sans doute le président qui nous a conduits dans la Grande Dépression. La plus grande dépression, celle qui a entraîné le monde entier avec elle. Donc, je veux dire, si cette chose ne s'ouvre pas bientôt, regardez les réserves que la Chine possède. Regardez ce que l'Iran peut faire par lui-même, parce qu'il est autonome sur tellement d'aspects. Qui a la meilleure capacité à tenir dans la durée? Et peut-être une question encore plus importante. Qui est le plus vulnérable, qui ne peut pas tenir très longtemps? Est-ce que ce scénario vous inquiète? Une sorte de dépression? Bien sûr que ça m'inquiète. Vous savez, avant qu'on entre en direct, on parlait de ce que j'ai fait la semaine dernière. J'étais à Washington pour rendre visite à ma fille et à son mari, qui viennent d'avoir une magnifique petite fille. Et on commence déjà à planifier l'avenir, les comptes bancaires, tout ça, qui arriveront à échéance quand il sera temps d'aller à l'université. Mais tout ce projet, vous savez, ils viennent d'acheter une maison. On parle de la valeur du bien, de la façon dont ils pourront plus tard revendre, réinvestir, acheter plus grand pour accueillir une famille qui s'agrandit. Tout ça dépend de la stabilité économique ici, aux États-Unis. Aucun de ces plans n'aboutira si on entre dans une grande dépression. La viabilité d'un emploi durable devient alors un vrai problème. La valeur du dollar et tous les autres facteurs économiques s'effondrent. Je suis extrêmement inquiet à ce sujet, c'est pour ça que j'y prête beaucoup d'attention. Et je ne pense pas que les États-Unis soient en position de force. Mais encore une fois, il faut comprendre d'où vient Trump. Il ne part pas d'une position de force. Nous avons perdu la guerre. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Nous avons perdu la guerre. Et maintenant, il essaie de renégocier un résultat ou d'en négocier un en partant de l'idée politique que nous avons gagnée. Il essaie de vendre une victoire au peuple américain. Mais on ne peut pas maquiller ça, c'est une défaite. Point.
On a perdu la guerre et on l'a perdu lourdement, surtout sur le plan économique. C'est pour ça qu'il a dit « Je n'avais pas le choix, je devais signer le protocole d'accord ». Pour moi, c'est un geste de désespoir. Deux scénarios me viennent à l'esprit. Le premier, c'est un peu comme la charge de Pickett. Tout le monde voit de quoi je parle, la tentative désespérée de Longstreet pour briser le centre de l'Union. Quand ça a échoué, c'était fini, perdu. L'autre, c'est le Yamato, ce cuirassé japonais qui a quitté le Japon pour affronter la flotte américaine au large des Philippines. Il a été coulé en route parce qu'il ne pouvait tout simplement pas survivre. Un grand cuirassé, impressionnant en apparence, mais incapable de survivre. Ça pourrait être, vous savez, comme la bataille des Ardennes pour les Allemands. Ils ont envoyé leurs troupes dans une tentative désespérée de percer, d'atteindre Anvers, de prendre le carburant. Aucun d'entre eux n'avait la moindre chance de réussir. Ça pourrait aussi être Custer à Little Bighorn. Là encore, aucune chance. Et pourtant, les dirigeants de chaque camp ont pris la décision d'y aller, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, ils perdaient, ils avaient déjà perdu. Il fallait tenter ce coup, parce qu'il n'y avait plus d'alternative. Ce qu'on voit ici, c'est un acte de désespoir de la part du président Trump. Un désespoir absolu. Tu sais, Scott, c'est une chose quand il s'agit du président Trump, qui n'a absolument aucune expérience militaire. Toute son expérience, c'était dans l'immobilier et la télévision, donc il connaissait bien ce genre de domaine. Mais en politique étrangère, en affaires militaires et tout ça, il n'y connaissait rien. En revanche, c'est autre chose quand certaines de ces idées un peu fictives ou fantaisistes commencent à apparaître. Je viens de te parler de Wes Clark à l'instant. Il y en a un autre, l'ancien général Mackenzie, qui lui aussi a des idées qui semblent refuser d'admettre que c'est une cause perdue. Les Iraniens, en général, ne réagissent qu'à la force militaire et à une pression extrême. Écoutez, on ne parle pas ici de changement de régime. Ce dont il est question, c'est de modifier les positions et les actions d'un régime extrêmement dur. Et ça, c'est possible. Nous avons les moyens de le faire. Ces moyens existent au sein de l'armée américaine, si le président décide de les utiliser. Cela inclurait l'ouverture du détroit d'Ormuz, le maintien de ce détroit ouvert, et même la prise de l'île de Karg, si nous choisissions de le faire. Et je dirais en passant que c'est une option à laquelle nous devrions réfléchir, car le fait de détenir une portion du territoire iranien serait un atout important dans de futures négociations avec l'Iran. J'ai été vraiment choqué quand il a fait ce dernier commentaire. Apparemment, le fait de posséder l'île de Karg serait une position de négociation qui pousserait l'Iran à céder. Mais enfin, quand il dit « Ouais, on a la capacité en ce moment, on peut juste aller prendre l'île de Karg », et tu l'as dit au début de l'émission, si on avait pu faire ça, on ne serait jamais allé vers ce cessez-le-feu au début du mois d'avril. De quoi parle-t-il exactement? Les généraux, c'est intéressant parce que normalement on voit ça avec le commandement stratégique. Vous savez, beaucoup de généraux qui ont dirigé ce commandement, ceux qui faisaient la planification de la guerre nucléaire et se préparaient à la mener. Et tant qu'ils sont en poste, ils disent « Les États-Unis ont une dissuasion nucléaire solide, mais si nécessaire, nous pourrons engager le combat de manière décisive contre toute menace et l'emporter. » Et dès qu'ils partent, ils disent « Non, on ne peut pas gagner une guerre nucléaire. C'est de la folie. Il faut aller vers le zéro. » Le général Butler en est un exemple. C'était, je crois, le chef du commandement aérien stratégique dans les années 60. Il a fini par dire que la guerre nucléaire était insensée, qu'on ne pouvait pas la mener, qu'on ne pouvait pas la gagner, qu'il fallait s'en débarrasser. C'est très rare de voir un ancien commandant dire « Oui, c'est une bonne idée d'avoir une guerre nucléaire ». En général, il s'en détourne complètement.
Yeah, that's a good idea. Let's have a nuclear war. They walk away from it. But here we have a case where Mackenzie, I believe, was. Mais là, on a un cas où Mackenzie, je crois, était commandant du CENTCOM, et il connaît bien la région. En général, et je pense que c'est le cas aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a pas pris l'île de Karg, c'est que les commandants du CENTCOM, ceux qui doivent signer en bas de la page, ont dit on ne peut pas le faire. En résumé, le président dit prenez l'île de Karg. Réponse impossible, on n'a pas les moyens. Vous voulez que je prenne l'île de Karg? Il va me falloir, disons, 300 000 soldats pour la prendre, pour entrer à Chabahar, sécuriser le détroit d'Ormuz et le tenir pendant qu'on projette notre puissance. Il nous faudra aussi une puissance aérienne suffisante pour maintenir une couverture aérienne au-dessus de la profondeur du territoire iranien, afin d'empêcher les missiles de frapper nos navires. Ils doivent passer par un détroit très étroit. Et il faut se rappeler que ce n'est pas seulement une question de faire passer des marines et de prendre une île. Bon sang, les marines subissent des pertes. On est connu pour ériger des monuments à nos morts. Mais moi, je suis entré dans le corps des marines dans les années 80, à une époque où on a adopté la guerre de manœuvre en disant « plus jamais ça, on va se battre intelligemment ». Eh bien, se battre intelligemment, c'est exactement ce que le général Berger a dit. On ne met pas tous ces marines dans le même panier. Alors, si on prend l'USS Tripoli ou n'importe quel autre navire et qu'on le fait passer par le détroit d'Ormuz, on va perdre ce navire et les 900 marines qui sont à bord. Et après ça, avec quoi on prend l'île de Karg? On vient de perdre toute l'unité de débarquement. Voilà la réalité. Mackenzie n'a aucune idée de ce dont il parle. On ne peut pas contrôler le détroit. C'est impossible. Si on avait pu, on l'aurait déjà fait. Souvenez-vous de ça. Vous vous rappelez du raid sur Ispahan? Là où les C-130 se sont retrouvés coincés, où les petits hélicos ont brûlé, et tout le monde se disait « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était le dernier acte de désespoir. Avant ça, le président Trump parlait de frapper de changer leur civilisation, de prendre l'île de Karg, de s'emparer du détroit. C'est exactement le même discours qu'on entend aujourd'hui. Et à chaque fois, les gens revenaient en disant « Impossible, on ne peut pas le faire ». Chaque plan a été rejeté, un après l'autre. L'une des réalités, c'est qu'on avait perdu nos armes de frappe à longue portée. Et notre armée de l'air s'est retrouvée obligée de s'approcher du territoire iranien. La défense aérienne iranienne, elle, n'avait pas été détruite. Elle a commencé à abattre nos avions. Là, on s'est dit « Attendez, c'est un tournant ». Alors ils ont tenté ce dernier geste désespéré pour essayer d'obtenir un peu de levier, comme par exemple sur les stocks nucléaires d'Ispahan. Mais ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, Trump n'avait plus aucune option. Il a dû, en gros, abandonner le combat. Rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Mackenzie, écoute, je ne veux pas le dénigrer ni quoi que ce soit, mais il faut comprendre qu'il est aujourd'hui à la tête de The Citadel. C'est un établissement d'enseignement supérieur et je suis sûr qu'il fait de la levée de fonds. Je sais que les présidents d'université passent beaucoup de temps à ça. Ils sortent, ils serrent des mains, ils flattent les bonnes personnes, tout ça pour récolter de l'argent. Son rôle en ce moment, c'est d'inspirer confiance aux donateurs. Et franchement, la classe des donateurs, c'est la plus ignorante du monde, parce qu'ils donnent de l'argent à des causes qui les font se sentir bien. Donc, le travail de Mackenzie aujourd'hui, ce n'est pas de leur dire la vérité, parce que la vérité, elle, les mettrait mal à l'aise. Le rôle de Mackenzie en ce moment, c'est d'être le porte-parole d'un faux espoir. Parce que quand il passe à la télé comme ça, son boulot, c'est pas de s'asseoir et de parler intelligemment de géopolitique ou de ce genre de choses. Son boulot, c'est de lever des fonds pour la Citadelle. Le conseil d'administration ne le laisserait jamais faire des déclarations aussi folles s'il ne pensait pas que ça parlait à un public prêt à continuer d'investir dans l'avenir de la Citadelle. Donc,
Son rôle, c'est de sortir et de répéter des absurdités, parce qu'il n'y a aucune conséquence. Il n'a pas à assister aux funérailles de ceux qui meurent à cause des décisions prises par le président Trump. Et remarquez que ces solutions n'avaient aucun détail. C'est très facile pour lui de dire « moi j'aurais fait autrement ». Mais en réalité, il s'engage sur rien. Il ne dit pas comment il ferait. Il se contente de dire « on devrait faire ça, on peut faire ça ». Et puis quand c'est mal exécuté et que ça échoue, il peut dire « ce n'est pas moi, c'est la faute d'Exa ». Ils ne l'ont tout simplement pas bien fait. Moi, je l'aurais fait autrement. Ils ne l'ont pas bien fait. Bradley Cooper, lui, l'a bien fait. C'est un gars de la marine. Il est jamais sans diriger l'affaire. On aurait pu prendre Kharkiv. Je ne sais pas. Je dis juste que c'est ça la stupidité de la politique. Oui, on l'a bien vu à l'écran. Et franchement, c'est très décevant, surtout pour ceux qui vont à la citadelle. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Écoutez, il nous reste peu de temps, et j'aimerais qu'on se tourne vers une autre région où une autre guerre fait rage, un domaine où vous avez sans doute encore plus d'expertise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vais commencer par Vladimir Poutine, qui a fait des déclarations plus tôt dans la journée sur ce qui pourrait se passer ensuite. Parce qu'il y a eu beaucoup d'affirmations, et vous allez en voir certaines dans un instant, disant que la situation est en train de basculer, que ça tourne à l'avantage de l'Ukraine, que la Russie est à bout de souffle, qu'elle a peut-être atteint son point culminant, même sur la ligne de front. Et donc, certains disent que c'est maintenant le moment de frapper plus profondément à l'intérieur du territoire russe, que l'Occident devrait peut-être même utiliser son espace aérien pour mener ses attaques. Et Vladimir Poutine a eu un message à ce sujet aujourd'hui. Il crée des problèmes temporaires avec les produits pétroliers, mais la situation s'améliorera avec le temps. Cela concerne aussi la Crimée. Des travaux sont en cours pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement difficile à atteindre pour l'ennemi. Nos réponses seront toujours symétriques. Partout où ils tenteront de frapper le territoire russe, nous répondrons de manière symétrique, mais plusieurs fois plus puissamment. L'ennemi le sentira. Il le sent déjà, je l'espère, et il continuera à le sentir à une échelle de plus en plus grande. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par « à une échelle de plus en plus grande » ? Parce que beaucoup s'inquiètent que la Russie envisage sérieusement de frapper non seulement ailleurs en Ukraine, mais aussi les sites où se trouvent ces usines de drones, de missiles et d'autres installations en Europe de l'Ouest. Qu'en pensez-vous? Vladimir Poutine veut gagner cette guerre, mais la gagner d'une manière qui serve les intérêts de la Russie sur le long terme. Et on le sait, parce qu'il l'a dit lui-même, il ne cherche pas un cessez-le-feu, parce que ce serait une solution temporaire. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit, sinon on risque de le voir ressurgir dans 5 ou 10 ans. Ce n'est pas ça, la stabilité à long terme. La Russie veut que cette guerre se termine, enfin, mais à des conditions acceptables pour elle. Les causes profondes du conflit doivent être réglées, et ça veut dire que le régime ukrainien actuel devra tomber. Zelensky sera mort en fuite ou arrêté. Syrski, Zaloujny, Boudanov, tous ces gens-là n'ont, selon lui, plus beaucoup d'avenir. C'est simplement un constat. Vladimir Poutine, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, a parlé de dénazification. Et il a dit « nous savons ce que cela veut dire ». Cela signifie l'éradication totale de l'idéologie de Bandera. Et la Russie, elle, n'a pas de calendrier. Il n'y a jamais eu de calendrier russe. Jamais un moment où la Russie aurait dit « il faut que ce soit fait avant telle date ». Ça, c'est une approche occidentale. Cette pression qu'on met sur des gens comme moi pour donner des dates précises, ce n'est pas le jeu de la Russie. Elle raisonne en termes d'objectifs. La Russie, je peux vous le dire,
J'en reviens. J'étais dans le Donbass, j'étais à Zaporozhye. J'ai pas pu aller à Kherson à cause de l'activité des drones. C'était très dangereux. La Crimée était coupée du reste. Le pont de Kertch avait été détruit. Impossible de le traverser. Faire semblant que ce n'est pas une situation grave, c'est absurde. La ville de Melitopol est restée plusieurs jours sans électricité ni eau. Les stations-service étaient fermées, protégées par des sacs de sable à cause du danger des drones ukrainiens. C'est bien réel. L'autoroute de la mort s'appelle ainsi parce qu'elle est jonchée d'épaves de véhicules, de voitures et de camions civils touchés par des drones ukrainiens. Mon propre convoi, en repartant, a été frappé par des drones ukrainiens. C'est la réalité, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'y a pas de panique du côté russe. Ils ont la situation totalement sous contrôle. Il faut comprendre que l'environnement dans lequel on vit, cet environnement de l'information, c'est une manœuvre de l'Occident. C'est une guerre de l'information orchestrée par les services de renseignement britanniques et américains, en coordination avec les services ukrainiens et soutenue par les Européens. Le but, c'est de créer l'impression, à l'approche des élections de la Douma d'État du 20 septembre, que Poutine est affaibli, qu'il est fragile, que la victoire de la Russie n'est pas acquise. En réalité, la Russie pourrait perdre. L'économie russe ne va pas prospérer, il y a une dépression, une crise énergétique qui se profile. Ils frappent délibérément certains endroits pour obtenir la photo qu'ils veulent. On l'a bien vu lors du sommet du G7, quand le drone ukrainien FPV-1, enfin, le drone FPV-1 ukrainien, n'a pas obtenu le résultat qu'on lui attribuait. En fait, un drone FPV-1 se dirigeait pour frapper la raffinerie de Moscou et un missile solaire Pantsir est passé en dessous. C'est le missile russe Pantsir qui a touché le réservoir de pétrole, l'a fait exploser et le couvercle a sauté en l'air. Et tout le monde a dit « Oh, une attaque de drone ukrainien ». Non, c'était la défense aérienne russe. Un drone ukrainien avec une ogive de 60 kilos, ça fait juste une explosion nette, un pop. Et là non. Ce qu'on voit, c'est bien le missile de défense aérienne russe qui frappe le réservoir. Ce n'est pas un drone ukrainien. Et d'ailleurs, l'incendie du réservoir a été éteint et il ne s'est rien passé d'autre. C'était un non-événement. Littéralement, un non-événement. Ça provoque juste un petit accroc parce que les Russes doivent faire certaines choses comme interdire la vente de diesel à l'international pour maximiser la disponibilité du diesel dans le pays, à temps pour la récolte. Les gens en parlent, mais le diesel, c'est ce que les moissonneuses utilisent, et aussi les camions, ce genre d'équipement. Mais il y a du gaz. Les réserves de gaz russes aujourd'hui sont les mêmes qu'avant. La Russie ne veut simplement pas puiser dans ses réserves. Les files d'attente pour le gaz, qu'on voyait partout sauf en Crimée, n'existent plus. Elles reviendront. Ils feront sauter une raffinerie à Samara. Ils savent exactement lesquelles, parce que chaque raffinerie est reliée à une entreprise russe, elle-même connectée à des centres de distribution. Donc ils savent très bien quelles stations-service reçoivent le produit raffiné. Ensuite, ils attendent simplement, et tout à coup, on voit une file d'attente parce qu'il y a une pénurie. Les Russes n'ont pas encore fait l'ajustement, donc plus d'essence qui arrive, les gens font la queue. D'autres prennent des photos et disent « Mon Dieu, les Russes paniquent ». Revenez 3 jours plus tard, la file a disparu. Pourquoi? Parce que la Russie a réaffecté ses ressources. L'essence est revenue, la crise est terminée. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est une réallocation. C'est une opération d'information destinée à faire paraître la Russie faible. Ça provoque juste un désagrément temporaire pour le pays. La Russie doit s'adapter. Mais Vladimir Poutine, lui, n'est absolument pas paniqué. Maintenant, retournons la situation, parce qu'il s'agit ici de la guerre des drones en Ukraine, la domination par les drones. Les Ukrainiens font absolument tout avec des drones.
Alors, est-ce qu'ils ont les meilleurs drones du monde? Eh bien non, pas vraiment. Leur succès vient du fait qu'ils inondent littéralement le terrain avec des dizaines de milliers de drones fournis par l'Occident. Et quand on mise sur la masse, avec en plus beaucoup de drones dotés d'une bonne technologie, guidage terminal par intelligence artificielle, connexion via Starlink pour éviter le brouillage, forcément il y a des réussites. Et ils en ont, clairement. Mais quand j'ai parlé avec Dmitry Rogozin, l'ancien directeur de Roscosmos, il m'a dit qu'il voyait des essaims de drones pour la 2e journée consécutive. J'étais à Moscou quand c'est arrivé. Des essaims de drones, les Russes, franchement, pour eux c'est comme Mielek, de la petite monnaie, rien du tout. Il n'y a pas eu de panique, rien. Les Russes vont s'adapter à ça. Moscou ne ressemble pas à ce qu'on raconte, c'est complètement absurde. Mais Rogozin était là, en train de parler de certaines initiatives ukrainiennes, soutenues par les Américains. Par exemple, le Hornet, c'est une idée d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. C'est lui qui l'a financé, qui a créé l'entreprise qu'il déploie. Le problème le plus difficile, lui, a déjà été résolu. Vous savez, la connectivité Starlink, certains secteurs de Starlink sont en train de s'arrêter en ce moment. Ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas évoquer la réalité, à savoir que la Russie a trouvé une solution au problème Starlink et qu'elle est en train de la mettre en œuvre. Et les Ukrainiens, à ce stade, n'ont rien pour contrer ça. Ils reviendront, Rogozin a prédit qu'ils reviendraient avec une technologie en maillage. En gros, c'est une connectivité Internet qui permettrait aux Ukrainiens de mener certaines opérations. Les Russes ont déjà une solution à ça et ils sont en train de la développer, de la construire. J'étais dans les centres de recherche russes sur les drones. Je leur ai parlé de cette solution. Ils m'ont parlé de leur plan de production. C'est juste une question de production à grande échelle, de déploiement auprès des troupes qui en ont besoin. Et voilà, c'est fait. Mais cette guerre des drones, c'est tout autre chose. C'est très dangereux, très sanglant. Les Russes reconnaissent à quel point les Ukrainiens sont efficaces. Ils ont beaucoup de respect pour eux. Les Ukrainiens infligent des pertes, pas 25 à 35 000 par mois, ça c'est n'importe quoi. Mais ils tuent des gens, des centaines chaque mois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Russes subissent des pertes. Les Russes, eux, tuent entre 25 et 35 000 Ukrainiens par mois. Et ça, c'est réel. Les Ukrainiens le savent, il manque de main-d'œuvre. Les Ukrainiens misent de plus en plus sur les forces de drones parce qu'ils ne peuvent pas former assez de troupes d'infanterie. Et quand ils y arrivent, ils les envoient dans des contre-attaques inutiles où ils se font manctuer. Les Ukrainiens ont une tactique qu'ils appellent le mur de drones. En gros, ils avancent et déploient des postes d'attaque de drones en première ligne, puis ils saturent complètement la zone avec des drones. Le problème, c'est qu'ils le font dans des zones où les Russes ont une surveillance ISR, c'est-à-dire renseignement, surveillance et reconnaissance. Et c'est là que les Russes ont un avantage en intelligence artificielle. Ils sont meilleurs que n'importe qui d'autre dans ce domaine. Nous, on s'est surtout concentré sur l'IA pour l'analyse de texte, ChatGPT et ce genre d'applications. Les Russes, eux, l'ont appliqué au commandement et au contrôle. Ils synthétisent des images, ils savent les analyser en temps réel, interroger des bases de données, faire des prédictions et produire des analyses immédiates. En ce moment, les Russes sont en train de repérer où se trouvent les postes de commandement des drones ukrainiens. Les Ukrainiens en perdent entre 8 et 10 par jour. Et chaque poste de commandement compte, disons, une dizaine d'opérateurs de drones, parfois plus. Ces opérateurs suivent 4 semaines de formation de base, puis il leur faut encore 6 mois pour vraiment maîtriser leur travail. Et aujourd'hui, l'Ukraine perd entre 80 et 100 opérateurs de drones chaque jour. Oui, entre 80 et 100 par jour. C'est la réalité. Alors même quand les Ukrainiens installent un mur de drones,
ce mur est immédiatement repéré et ciblé. Il existe en Russie une unité appelée Rubicon. Renseignez-vous là-dessus. Même les Ukrainiens l'adoptent. Quand Rubicon arrive, c'est fini, parce que Rubicon débarque et élimine tous les opérateurs de drones. C'est littéralement son métier. Et tous les opérateurs de drones ukrainiens meurent. Ils sont très difficiles à remplacer. La technologie sur laquelle tout le monde compte. Le New York Times vient de publier un article à ce sujet, en parlant soi-disant d'une usine allemande secrète, quelque part dans le sud de l'Allemagne, qui produirait ces drones allemands ultra sophistiqués, avec de l'intelligence artificielle et tout le reste. Lisez l'article. C'est pas une usine secrète, c'est Helsing SE. On connaît le drone qu'il fabrique, le HF-1. Ce qu'il faut savoir sur le HF-1, c'est que 4000 ont été fournis par les Allemands en 2024. Environ 2000 ont été utilisés ou du moins essayés en 2025. Le reste est encore dans les entrepôts. Les Ukrainiens refusent de l'utiliser. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas et le taux d'échec au lancement est très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le lancement échoue, je viens de vous le dire, les Russes ont la domination en matière de surveillance ISR. Ça veut dire que leur IA repère la moindre anomalie, la détecte instantanément, puis cible avec des Fab 500, des Iskander ou tout ce que vous voulez. Les Ukrainiens, eux, sont doués pour repérer les fenêtres de vulnérabilité dans le couloir ISR. Ils ont alors un court laps de temps pour sortir de leur abri, assembler leur drone, le préparer, le lancer, puis revenir se mettre à couvert. Parce que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est être vu. Si on vous voit, vous êtes mort. C'est pour ça qu'ils en perdent autant. Les Russes les repèrent au moment même où ils lancent leur drone. Alors si vous avez un drone, vous sortez, vous avez tout chronométré, vous allez l'assembler, le mettre sous tension. Il a de l'intelligence artificielle, donc c'est un peu plus compliqué. Et là, il ne décolle pas. Vous êtes au milieu de nulle part, complètement à découvert. Vous essayez à nouveau, vous recyclez, et encore un échec au lancement. Taux d'échec au lancement, 75%. Ces drones ukrainiens sont détruits, et les opérateurs aussi. Le poste de commandement est anéanti. Cette erreur a coûté une douzaine de vies, et ça s'est reproduit encore et encore. Les forces spéciales ukrainiennes qui utilisent ces engins refusent littéralement de s'en servir. Maintenant, il y a un nouveau drone, le XF2 ou quelque chose comme ça, un drone à aile en X que, encore une fois, des gens comme Gilbert Doctorow présentent comme une technologie allemande de pointe. C'est une sorte d'équivalent du drone russe Lancet, apparu, oui, au début de 2022. En gros, c'est la même chose, mais en pire parce qu'encore une fois, ça ne marche pas. Les Ukrainiens ne veulent pas s'en servir. Les forces spéciales ukrainiennes disent « on n'en veut pas » parce qu'un échec au lancement, c'est la mort immédiate. Si ce truc ne fonctionne pas. Colonel, vous avez déjà entendu ça à propos de l'AK-47 et du M16. Tout le monde adore le M16. Moi aussi, je l'adorais sur le pas de tir. J'étais expert, même hautement expert à chaque séance. Parce que quand le M16 est propre, que je vise et que je tire, il touche exactement ce que je vise. C'est génial. Mais dès qu'il y a du vent, de la poussière, il s'enraye. Et là, je suis mort. Pendant ce temps, l'AK-47, on la jette dans une rivière, elle se remplit de gravier, de boue, on la secoue, on recharge, on tire. Et elle tire à chaque fois. Les drones russes fonctionnent à chaque fois. Parce que les Ukrainiens ont aussi du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance. Ils ont les services américains qui cherchent ces appareils. Mais quand les Russes trouvent une fenêtre de vulnérabilité, ils sortent, chargent, lancent, puis rentrent aussitôt. Ils sont en sécurité. Et ensuite, leur drone part et les tue. La Russie est en train de gagner la guerre des drones. Et si vous gagnez la guerre des drones, vous gagnez la guerre tout court. C'est pour ça que la Russie progresse. Scott, il n'avance que de quelques kilomètres par jour. Franchement,
Un escargot pourrait aller plus vite que les Russes. Oui, mais un escargot n'a pas à traverser la zone grise de la mort par drone. Voilà la réalité. Il y a une zone grise. Pour qu'une unité russe avance d'1 kilomètre, ça veut dire qu'elle a déjà traversé 20 à 30 kilomètres ou plus d'une zone grise de mort. Ça veut dire que les Russes doivent d'abord dominer cette zone grise avec leurs drones, puis projeter cette domination sur les Ukrainiens. Et c'est exactement ce qu'ils font sur l'ensemble du champ de bataille. Il n'y a pas un seul endroit, pas une seule position, où les Ukrainiens ont l'initiative stratégique. Oui, ils lancent des contre-attaques, ils avancent, ils frappent 10 kilomètres à l'intérieur des lignes russes. Non, en réalité, ils ont pénétré 10 kilomètres dans la zone grise et ils sont tous morts. Et puis les Russes sont arrivés, ils ont tout balayé et ont continué d'avancer. Voilà la réalité de la guerre sur la ligne de front. La Russie est en train de gagner, de dominer, de s'imposer. L'Ukraine n'a plus de solution. Ils n'ont plus d'infanterie. Ils ont essayé de la remplacer en envoyant 80 000 opérateurs de drones pour mener la guerre des drones, mais ils en perdent entre 80 et 100 par jour. Ces gens-là sont irremplaçables. Pendant ce temps, les usines de drones, ce dont Poutine parlait, vous nous frappez, on vous élimine. Lindsey Graham était récemment à Kiev. Il est reparti, mais il y avait une photo de lui, tout sourire, tenant un drone ukrainien. « Regardez, j'ai un drone, je suis formidable. » Eh bien, cette usine n'existe plus. C'est sans doute parce que quelqu'un dans l'équipe de Lindsey Graham a fait une erreur, ou bien que l'intelligence artificielle russe a regardé les photos publiées par Lindsey Graham et a pu identifier grâce à sa base de données d'images l'endroit exact où c'était. Mais ils l'ont détruit. Ça n'existe plus. Tous ces drones qui étaient en train d'être fabriqués, tous ceux qui étaient empilés, ils ont disparu, mesdames et messieurs. Terminé. Et ce n'est pas la seule usine de drones qui a été détruite. Toutes les grandes usines de drones en Ukraine sont en train d'être éliminées en ce moment même. Réfléchissez-y. Vous voulez construire une usine d'assemblage de missiles Patriot en Ukraine? 1000 mètres carrés de nouvelles installations. Vous pensez vraiment que les Russes ne vont pas la frapper? La Russie est en train de détruire l'ensemble de l'infrastructure industrielle de l'Ukraine. Rien ne prend. Voilà la réalité. Oui, et le dernier point dont je voulais parler ici, parce que je manque un peu de temps pour te poser la question, mais je vais quand même te montrer celui-là. Ah oui, voilà la fameuse, oui, une des dernières, je crois que c'est la dernière photo qu'on ait jamais vue de lui. Pas vraiment quelque chose qui restera positivement dans l'histoire. Mais puisqu'on parle de Lindsey Graham, Michael McCaul, le représentant McCaul, essayait un peu de faire, pas vraiment un discours d'encouragement, mais de dire quelque chose de gentil à son sujet. Et maintenant, il dit, je vais reprendre ce qu'il voulait faire. Et on va poursuivre ça jusqu'à la chute de la Russie. Nous avions prévu de présenter ensemble un projet de loi sur les sanctions cette semaine. Je vais quand même le présenter. Le Sénat aussi. Et je pense qu'en son honneur, nous devons à Lindsey Graham de faire adopter ce projet de loi ferme sur les sanctions contre la Russie. Je dois dire aussi que le sommet de l'OTAN a eu un grand impact sur l'Ukraine. Zelensky était très optimiste, parce que deux choses s'y sont produites. D'abord, le président Trump a accepté ces accords de licence qui permettront à l'Ukraine de fabriquer ses propres intercepteurs Patriot pour abattre les missiles balistiques. C'est leur plus grande vulnérabilité en ce moment. Mais ensuite, et je crois que c'est le plus important, il y a eu un vrai regain de morale. Quand j'étais sur la ligne de front, j'ai vu le moral des troupes, qui d'ailleurs, Martha, sont en train de gagner. Qui aurait imaginé, il y a 4 ans, qu'elles seraient en train de gagner la guerre aujourd'hui? Et puis, la détermination politique des Ukrainiens et celle du président Zelensky en sortant de cette réunion, ça c'était un vrai tournant.
Un vrai tournant. McCall était en première ligne, en Russie. Le camp ukrainien est en train de gagner. Je suppose que je n'ai même pas besoin de poser la question, mais je vais quand même vous en donner l'occasion. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Horse hockey, I think that's a term that we're allowed to. C'est n'importe quoi, franchement. Je crois qu'on peut dire ça. Du fumier de cheval, de la bouse de vache. Il vient du Texas, je crois, donc il comprendra ces expressions. C'est un menteur, un vrai menteur. L'accord de licence, ça n'arrivera pas. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul missile capable d'abattre un Iskander-M, et c'est le PAC-3 MSE, si je ne me trompe pas. L'Ukraine ne pourra jamais en assembler. Déjà ici, aux États-Unis, on a du mal à le faire, et on parle d'augmenter la production de 600 à 2000 unités. On n'a pas assez de pièces, pas assez de capteurs, pas assez de rien du tout. Alors, imaginez qu'on va soudain détourner toute cette capacité de production vers l'Ukraine, juste pour que tout soit détruit par une contre-attaque russe. C'est absurde. On enverra peut-être quelques missiles Patriot MSE à l'Ukraine, mais pas plus. Elles seront détruites avant même d'être mises en service. Le missile dont il parle, c'est le PAC-2 GEM-T, une version améliorée du PAC-2. Il ne peut pas abattre l'Iskander, il ne peut pas abattre le Kinzhal, il ne peut pas abattre, vous savez, le Zircon, et rien ne peut abattre l'avant-garde. Donc en gros, il sert à intercepter quelques missiles de croisière, et c'est tout. En ce moment, l'Allemagne a un accord de licence pour produire ces missiles sur son territoire. Les premiers exemplaires devraient sortir de la chaîne de production d'ici la fin de l'année. Le mieux que l'Ukraine puisse espérer, c'est que l'Allemagne détourne une partie de cette production vers elle. Mais encore une fois, ces missiles ne résolvent pas le problème opérationnel. Le vrai problème, c'est l'Iskander-M. L'Ukraine n'a rien pour abattre un Iskander-M. Elle ne les abattra jamais. Et le problème, ce sont aussi leurs copies. Ils ne peuvent pas les abattre non plus. Le problème, c'est les Kinzhal. Ils ne peuvent pas les abattre. Et ils n'auront pas les armes pour le faire. Le truc, c'est que Zelensky le sait très bien. Il était là, Trump lui a un peu vendu du vent à Ankara, et Zelensky a souri. Mais maintenant, il court partout, paniqué en disant « il faut aller au bout de ça, on a besoin de ces missiles ». Et il se rend compte que, dans le meilleur des cas, même si tout se passe parfaitement, il ne pourra même pas, disons, avancer sur le terrain avant 1 an ou plus. Rien que les autorisations, il y a des étapes légales, des contrôles qualité, tout un tas de procédures qui ne sont tout simplement pas en place. Ça n'arrivera pas. Le chantier de l'usine allemande a commencé en 2022. C'est pas avant 2027. Et il pourrait produire un missile d'ici la fin de 2027. Ça fait 5 ans. On pourrait peut-être accélérer un peu pour l'Ukraine, disons à 3 ans, mais pas plus. Ce qui veut dire que, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui et que tout se passait comme prévu, l'Ukraine ne pourrait pas assembler un missile avant 3 ans. Zelensky comprend bien que ce n'est pas suffisant. Alors maintenant, il essaye de remonter le moral des troupes. En réalité, c'est un coup très dur pour les Ukrainiens, parce que ceux qui savent comprennent qu'ils ont été abandonnés, qu'on leur a menti. Zelensky a commencé à paniquer. Et cette bienveillance que Trump avait envers lui, parce que Trump est un homme très superficiel, eh bien cette bienveillance va disparaître très vite, à moins qu'il ne commence à le confronter en lui disant « Tu m'avais promis quelque chose, et tu ne tiens pas parole. » Trump va réagir en disant « Quel ingrat tu fais !» Tu te souviens de cette réunion dans le bureau ovale, en août 2024, ou peut-être 2025 ? On va revoir la même scène. C'est absurde. McCall est un crétin, un idiot, un imbécile, un type malhonnête. Et malheureusement, tout ça va coûter des milliards de dollars aux contribuables américains. Mais pire encore, ça va coûter des millions de vies à l'Ukraine. Parce que prolonger cette guerre selon les plans proposés par McCall, en donnant de faux espoirs dans une situation qui ne peut pas être gagnée,
même sauvé, c'est dramatique. A situation that can't be won, can't be recovered. It's just going to require, it's going to result in Cela va entraîner la mort d'Ukrainiens dans cette guerre, littéralement la destruction physique de la nation ukrainienne. Vladimir Poutine parle déjà, vous savez, de Soumy comme d'une ville russe, de Kharkiv comme d'une ville russe, d'Odessa aussi. On ne parle pas ici de simples zones tampons. On parle d'une reclassification de ce qu'est la Novorossia, de nouveaux territoires russes. Ce sont des villes russes. Elles feront partie de la Russie après le conflit. Phil, ce qui veut dire que l'Ukraine devient de plus en plus petite à mesure qu'on parle. Ukraine's getting smaller and smaller and smaller as we speak. Oui, et je ne vois rien sur le champ de bataille qui puisse empêcher que ça arrive, même si ça prend beaucoup plus de temps. Il n'y a tout simplement pas les moyens, ni du côté ukrainien, ni du côté américain, pour aller dans ce sens. Écoutez, je vais devoir écourter maintenant. Je dois aller parler à Stas Kropivnik, qui vient de m'envoyer un message pour vous dire bonjour et vous transmettre ses salutations. En tout cas, on vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui et d'avoir partagé tout ça. L'émission a été vraiment très instructive dans son ensemble. On vous remercie beaucoup. Merci à vous et on se retrouve demain dans le Daniel Davis Deep Dive. Je dois filer. À demain. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. And share this with somebody you love.